Je vous présente mes invités. André Vercov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste à Sud Radio. Anne Mazoyer, bonjour. Président de Fair Value Corporate et Public Affaires. Ergun Toparslan, bonjour. Vice-président de Territoire de Progrès. Et puis Dieynaba Diop, bonjour. Merci également d'être là, porte-parole du PS et adjointe au maire des Mureaux. Et je voulais qu'on commence cette émission en allant tout de suite dans le 16e arrondissement de Paris. On est rue Erlanger. Et pourquoi est-ce qu'on est en direct de cette rue? Eh bien, parce que depuis un mois, tout juste, des migrants qui affirment être des mineurs isolés occupent cette école désaffectée que vous voyez à l'image. Ils étaient près de 200 il y a un mois. Aujourd'hui, ils sont 400 à dormir a priori à même le sol, sans eau, sans électricité. Et surtout, il ne se passe rien. De nouveaux migrants arrivent chaque soir. Des témoins affirment que chaque jour, il y a à peu près 10 nouveaux migrants qui arrivent et qui s'installent dans cette école. C'est pour ça qu'on est désormais à 400, des migrants qui viennent principalement du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Alors, on a le sentiment que c'est encore une fois quelque chose sans solution, puisque comme toujours, chacun se renvoie la balle. Le maire du 16e demande l'expulsion immédiate, parle de danger. La mairie de Paris, elle, dit que tout ça, c'est la faute du maire du 16e. Bref, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ces gens viennent principalement du Sénégal et de Côte d'Ivoire, donc ils parlent français. Et le monsieur leur disait, ce riverain leur disait, mais ces gens-là ne sont pas de pays en guerre, a priori. Donc qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? C'est incroyable, c'est un comprimé chauffé à blanc de ce qui se passe depuis des mois et des mois, sinon des années. Et ce qui est quand même étonnant dans cette histoire, c'est qu'encore une fois, vous savez que mineurs non accompagnés, il faut savoir s'ils sont mineurs ou pas. Il y a le test des ossements, mais on ne le fait pas, le test des os. Deuxièmement, effectivement, de quel droit, comment ça s'installe? Alors c'est amusant, maintenant dans le 16e, donc on réagit. Mais regardez ce qui se passe dans les petits villages. On les a beaucoup montrés. Hein. J'imagine. Vous savez que dans cette émission, on est même allé, on s'est même déplacé entièrement dans les... Ce que je veux dire, c'est que ça se passe un peu partout. Oui, bien sûr. Compagnie, etc. Non, mais y compris dans le 16e, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est hallucinant aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas qui décide, qui les amène là. En plus, ils sont dans des conditions terribles, parce qu'ils sont là, avec le sol, etc., ce qui n'arrange rien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se renvoie la patate chaude. Ah, c'est le maire du 16e, non, c'est la mairie de Paris. Et en fait, on va pas... Mais je veux dire, le vrai truc, c'est les règlements européens. C'est l'Europe qui décide, et l'Europe a adopté une politique migratoire à laquelle la France est obligée de se soumettre. On en reparlera si vous voulez. Effectivement, ce qui est aussi étonnant dans cette séquence qu'on vient de voir, c'est que visiblement cette association, en fait, s'est attribuée ce lieu, c'est-à-dire qu'elle nous empêche, nous, d'y rentrer, alors que c'est un lieu qui est à l'abandon. Cette association n'est pas propriétaire de ce lieu. Elle n'a pas empêché... Elle n'a pas nous empêché de rentrer, où personne n'y rentre, où tout le monde peut y rentrer. Et ça, c'est vrai que c'est une situation un peu surprenante qu'on a vécue. Vous avez vu, ils ont fermé les grilles, et Marie, qui était sur place juste avant l'émission, je parlais avec elle pour lui demander un peu comment ça se passait. Elle me disait, ils ont même mis un cadenas. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, en fait. Ces gens-là, Dieynaba Diop, sont chez eux, en fait. Le problème qu'on a, et vous le disiez, il est récurrent. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation de blocage parce que à chaque fois qu'on a des occupations comme ça de la part de migrants, et là en plus, d'autant plus lorsqu'il s'agit de mineurs isolés, il faut être sûr que ce sont des mineurs. Voilà. Isolés. Le problème, c'est que ils sont isolés, c'est sûr. Mineurs isolés, c'est sûr. Le problème, c'est que le problème, c'est que ce qu'on a comme problème, c'est que moi, en tant qu'enseignante, on a régulièrement des jeunes qui nous arrivent dans les classes qui sont déclarés mineurs isolés. Le sujet, c'est qui les prend en charge, comment ils sont pris en charge. Et ça, là-dessus, c'est que notre réglementation et la façon dont on le gère aujourd'hui est très floue. Ça veut dire qu'ils profitent de ce flou pour justement dire on a une obligation de prise en charge. En plus, ils ne sont pas obligés de rester, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de les retenir. Je vous rappelle la fois où on avait accueilli des familles et des jeunes isolés, et finalement les jeunes, le lendemain, on dit nous, on s'en va. Alors qu'il y avait une prise en charge qui s'était installée. Ils sont partis parce qu'ils voulaient partir vers l'Angleterre. On est un peu démunis là-dessus. Anne Mazoyer, comment on se sort de situations comme celle-là? Et surtout, encore une fois, ça crée une forme de demande. C'est-à-dire que tous les jours, ils sont 10 nouveaux arrivés. Le problème, c'est ce que disait de toute façon André tout à l'heure, c'est que c'est la transcription d'une directive européenne qui contraint l'ensemble des pays
européens à devoir accueillir ces jeunes en situation, je dirais, extrême, en situation très complexe. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Et je pense que ce qui est important également, c'est de se demander quelle va être la perspective de cette association, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pour ces jeunes, comment est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils pensent pouvoir les réintégrer pour certains d'entre eux qui veulent peut-être aujourd'hui se scolariser, ce dont on parlait tout à l'heure avec vous, est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent quitter le pays? Et tout le problème aujourd'hui, c'est quel est finalement le pouvoir des autorités publiques pour pouvoir négocier avec cette association, savoir qui est derrière cette association, au-delà même de son financement, et savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir résoudre ce problème à très court terme désormais. Parce que sinon, on parlait de violence tout à l'heure, mais ça va forcément donner lieu à des situations violentes. On l'a vécu. On va regarder comment ça se passe à la frontière italienne cette fois, parce que on est exactement dans le même sujet. C'est des jeunes qui disent on est des migrants, c'est exactement le même thème, qui arrivent et qui veulent s'installer ici. Alors regardez comment ça se passe dans les trains en particulier, puisque vous le savez, dans les trains il y a un contrôle qui est fait. Ils arrivent par train. C'est très simple. Enfin, moi je ne comprends même pas comment on peut continuer à laisser faire ça. Si on a envie d'arrêter, on arrête. On les contrôle à la gare et on les empêche de rentrer. Regardez le contrôle des trains avec une des équipes de CNews. À 2 km de la frontière, gare de Menton-Gare-Avant, tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés, des sanitaires aux trappes techniques. L'identité de chaque passager est contrôlée. Oui, c'est marqué non valida. On pense qu'elle est fausse. Il manque des sécurités sur la carte. Cette femme, en situation irrégulière, sera renvoyée en Italie. Tous les jours, près de 100 personnes sont ici interceptées par les forces de l'ordre. Des étrangers qui, pour la plupart, ont payé les services de passeurs. Il y a des migrants qui vont prendre directement le train. Mais il y a aussi également beaucoup de passeurs qui organisent justement ces passages dans les trains. Des migrants qui vont être cachés dans la cabine du chauffeur du train, dans les toilettes, sous des sièges, dans des compartiments électriques. Ces passages-là, c'est un passage qui est un peu moins cher parce qu'effectivement, il est quand même assez facilement accessible au reste des migrants. Donc, ils vont demander entre 50 et 100 euros pour le passage. Autre passage privilégié par les trafiquants, l'autoroute qui relie l'Italie à la France. Les policiers, les douaniers et les gendarmes contrôlent à ce péage chaque véhicule. Sur le vecteur autoroutier, ils montent dans les camions. Il y a les passeurs qui prennent en charge volontairement donc les migrants à Vintimille ou autres, à Albenga, 1h30 d'ici, voire même à Trieste, plus loin. Et il y a de tout. On a aussi des passeurs à pied, des guides. L'an dernier, près de 800 passeurs ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes. Alors, Anne Mazoyer, vous me disiez que vous connaissiez bien la situation là-bas sur place. Oui. Comment ça se fait là? Enfin, moi, je suis épaté par l'impuissance de la France, par l'impuissance de l'État français. On voit Paris, on s'en sort pas. On voit la frontière italienne, on ne s'en sort pas. En fait, on est impuissant. On regarde ces migrants arriver et on se dit on peut rien faire. En fait, c'est un problème de coordination européenne qui est très très mal évalué et qui surtout ne fonctionne pas bien aujourd'hui. C'est pour ça que je condamne fermement, et ça je ne fais pas de politique en disant cela, mais les propos de Gérald Darmanin hier soir. On va y venir dans un instant. C'est vraiment pas du tout le sujet. L'Italie fait tout ce qu'elle peut, mais elle a été quand même très isolée pendant des années et elle a été, je dirais, vraiment le pays européen qui a été le plus envahi par les migrants. L'Europe, à ce moment-là, n'a pas bougé le petit doigt, France y comprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'un des pays d'entrée, mais ce n'est pas le seul. Vous avez l'Espagne, vous avez la Grèce, qui sont tous ces pays méditerranéens, qui sont des pays de transit et qui permettent après à ces migrants d'aller dans l'Europe du Nord ou dans d'autres pays. C'est un vrai sujet européen, c'est un grand sujet européen. La politique migratoire en Europe est un sujet prépondérant auquel nous ne pouvons pas répondre, nous, Français, de manière isolée. Parce que depuis hier, du coup, il y a une crise avec l'Italie à cause des propos de Gérald Darmanin. Regardez. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national, qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur. Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le nombre de migrants, légaux et illégaux, a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle, en région parisienne. Aujourd'hui, c'est un fiasco migratoire en France. Et Gérald Darmanin est le principal responsable. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année,
contre environ 9000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Éric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi. Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire. Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite. Ergun de Porcelin, il a fait une connerie là, Darmanin. Non, il a voulu rappeler que en période électorale, les partis de droite et d'extrême droite, dans cette vague populiste, s'aventurent à trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Une fois qu'ils sont en manette, ils se rendent compte que ces problèmes sont réellement complexes et qu'il est compliqué. Ok, il a dit une connerie ou pas? Non. Non, il a raison. Il a raison de s'en prendre à l'Italie. Il a raison de s'en prendre à l'extrême droite qui manipule ce sujet-là pour uniquement gagner des élections et après des élections qui se défaussent complètement. Et le Rassemblement national va faire exactement la même chose, juste pour gagner quelques voix, mais au final, ils n'ont aucune solution crédible à ce sujet-là. Alors, on va écouter Olivier Véran, parce qu'Olivier Véran, lui, en gros, il a sous-entendu ce matin que c'était un peu une connerie. Voilà. Il a dit de façon plus arrondie, plus élégante, mais bon, il était face à Laurence Ferrari, et vous allez voir, enfin, on comprend que lui n'aurait pas dit ça, en tout cas. Vous auriez dit Mme Mélanie est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été. Je ne les ai pas prononcés, je ne les prononce pas davantage. Et vous ne les soutenez pas? Je ne veux pas en faire, pardonnez-moi, une histoire politique. Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Le Quai d'Orsay a rappelé l'amitié entre l'Italie et la France. Voilà, et on continue de travailler avec les Italiens. On aurait pu éviter ce genre de phrase, monsieur le ministre. Écoutez, on aurait pu éviter, moi-même, il m'arrive plus qu'à mon tour de pouvoir dire des choses. Bon, encore une fois, il n'y a eu aucune volonté du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit. Et je rassure les Italiens qui nous regardent. Et c'est le député C'était quoi la volonté, d'une ville très Italie-friendly, parce que de Grenoble, où il y a une forte communauté italienne qui vous le dit. Les Italiens, on discute, ils adorent la politique, mais ils assument les choix qu'ils ont faits et ils veulent qu'on les laisse assumer leurs choix. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas l'intention de faire autrement. Voilà, je résume, c'était une connerie. C'est ça, Anne Mazoyer, on le comprend de la même façon. Oui. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais cela dit que... Ah, vous faites votre Olivier Véran. Voilà, mais c'est vrai que si vous voulez, c'est une faute, et c'est une faute politique. Parce que non seulement, effectivement, il n'avait pas à intervenir dans la politique de Mme Mélanie, en tout cas de le dire de cette manière-là, mais surtout parce que nous avons, nous, Français, un énorme problème avec notre partenaire historique qui est l'Allemagne, sur le plan énergétique, sur le plan aussi de la guerre, de la gestion de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie, et on a tout intérêt à se rapprocher de l'Italie, qui aujourd'hui fait preuve de beaucoup de bonne volonté, qui a une politique énergétique qui est vraiment tout à fait consensuelle avec la nôtre, qui essaye de gérer le problème avec l'Ukraine, avec la France, et qui de toute façon est un partenaire naturel. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, Monsieur Darmanin, qui peut-être avait un moment difficile à passer... Non, mais on a compris ce qu'il a voulu faire. Il a voulu taper sur le Rassemblement national. Simplement, il a dérapé. Voilà. Et en fait, ça lui revient en boomerang en disant vous avez tapé contre l'Italie. Voilà. Mais en décryptant, c'est juste ça. C'est un très mauvais moment. Et je pense que de toute façon, il va falloir que nous ramions pour pouvoir ramener la paix qui a eu quand même... qui a connu certaines vicissitudes entre l'Italie et la France depuis ces dernières années.